Bienvenue dans notre dernière partie du cours de microprocesseurs. Nous allons voir dans cette partie le langage C. Donc, point de vue de programmation, le langage C est un langage plus proche du langage humain, donc plus simple à écrire. Vous allez reconnaître du Java, par exemple. Tandis que le langage assembleur, c'est un langage plus proche du langage machine. Il est donc plus optimal pour le microcontrôleur. Donc, point de vue des variables, le langage C est facilement adaptable à tout type de résultat, contrairement au langage assembleur où on avait un octet par case mémoire. Le langage C permet aussi l'utilisation de bibliothèques avec certaines fonctions qui sont déjà écrites pour vous, d'où un gain de temps considérable. L'utilisation de bibliothèques rend le programme plus clair, donc plus lisible. Commençons notre séance 1 avec un rappel des règles de langage C. Donc le langage C est un langage évolué comme le langage Java. Vous allez donc retrouver de nombreuses notions vues en B2. Donc voici les variables. Donc pour déclarer un octet, il faut utiliser char A. Pour déclarer un entier, donc qui est 2 octets, il faudra mettre int B. Pour un double, donc qui prend 3 octets, un nombre à virgule, on va écrire double C. Pour définir une valeur à une mémoire, on va écrire A égale 2 ou B égale 300 par exemple. Un programme se compose de cette façon. Donc nous allons retrouver les directives de compilation, les définitions de type, les déclarations de variables et des constantes, les prototypes de fonctions et puis les fonctions. Commençons par les directives de compilation. Nous allons retrouver le dièse include que vous aviez déjà écrit précédemment. Donc par exemple, dièse include stdio.h. Donc le fichier stdio.h est un fichier qui contient les informations relatives aux instructions d'entrée-sortie. D'autres directives de compilation sont les dièse define, donc là pour donner un nom à notre mémoire. Donc au lieu de mettre 9, on mettra par exemple max. Et au lieu de mettre rd2, pour dire on parle avec la LED 2, on va la renommer LED 2. Chaque donnée utilisée doit posséder un type, comme en Java. Donc soit un entier, un réel ou alors un caractère. Donc comment on va déclarer une variable? Donc on va mettre le type de la variable, puis son nom. Donc par exemple, ici, int i,j, on va déclarer deux variables qui s'appellent i et j de type entier. Nous pouvons également utiliser la déclaration initialisation, où on doit mettre le type, le nom, égal et la valeur initiale. Donc par exemple, ici, nous allons déclarer une variable i de type entier qui vaudra 1 au départ. Donc pour les entiers, nous utiliserons le type int. Pour les nombres à virgule, nous utilisons le type float ou double. Pour les textes, donc caractères, ou les strings, le type char pour nous. Il existe également des pointeurs qui représentent une adresse mémoire qui contient l'information. Donc voici les types de données avec leur valeur minimale et maximum. Donc si vous utilisez une valeur de type int par exemple, la valeur minimale sera moins 32 768 et 32 767. Si votre nombre va être plus grand que 32 767, prenez un long int. S'il est uniquement positif, vous pouvez prendre un non signé int ou un non signé long int s'il est vraiment grand. Et pour les nombres à virgule, donc pour float si c'est un petit nombre à virgule et double si c'est un gros nombre à virgule. Pour déclarer des constantes, donc on va écrire const en majuscule, puis le type de notre constante, son nom et lui attribuer une valeur. Ou dièse define le nom et puis la valeur. Donc voici les exemples. Donc ici, on va déclarer une constante qui s'appelle max et qui vaudra 32 767. Puis, d'une autre manière, on va déclarer une autre constante de type entier qui s'appelle maximum et qui vaudra également 32 767. Il faut également utiliser des prototypes de fonctions. Donc ici, nous allons mettre le type de la fonction, donc ce qu'elle retourne, puis le nom de la fonction, puis la liste des paramètres qu'elle prend en entrée, suivi d'un point-virgule. Puis, il faut définir les fonctions. Donc pour définir de fonctions, on reprend la même en tête, donc le type de la fonction, donc ce qu'elle renvoie, puis le nom de la fonction, et ensuite les paramètres qu'elle prend en entrée. Nous ouvrons la collade et nous allons déclarer les variables qui sont propres à la fonction, puis les différentes instructions que doit réaliser la fonction. Nous verrons ceci dans des exemples. Il y a certaines règles d'écriture en langage C. Donc les instructions propres au langage C s'écrivent toutes en minuscules.
Les instructions particulières au microcontrôleur, donc par exemple trisB, doit être écrit en majuscule. Les retours à la ligne et les espaces servent uniquement à aérer le code, ils ne sont pas obligatoires. Les accolades délimitent un groupement d'instructions. Le signe // indique un commentaire. Le point-virgule indique la fin d'une instruction. Le mot-clé 0B indique que la suite est écrite en binaire. Le mot-clé 0x indique que la suite est écrite en hexadécimal. Et l'absence de mot-clé indique une écriture en décimale. En C, les instructions de saut sont quasiment inexistantes. Il faut écrire plusieurs programmes que l'on appelle fonctions. Une de ces fonctions est appelée fonction principale, main, et c'est cette fonction qui s'exécute de façon autonome en premier. Grâce à la bibliothèque du compilateur XC8, tous les registres sont accessibles via leur nom, tels qu'ils apparaissent dans la documentation du constructeur. Donc par exemple, port A, LATA, tris A. Donc pour pouvoir écrire sur le port A, par exemple, il suffit d'écrire port A, bit avec un S, attention il n'y a pas d'espace, point, RA2 en majuscule et égale 1. Ainsi, il est possible d'affecter une valeur à un seul bit. Nous pouvons également écrire sur tout le registre port A en mettant port A égale 0B pour la valeur en binaire et mettre les 8 bits en binaire. Pour faciliter la lecture d'un programme, il est possible de remplacer des noms désignant des bytes ou des bits, des expressions par d'autres, comme par exemple remplacer RD2 par LED2. Les noms des variables ou des fonctions doivent toujours commencer par une lettre. Ils auront au maximum 32 caractères et il y a bien sûr une différence entre les majuscules et les minuscules. K majuscule n'est pas égal à K minuscule. Nous allons voir les expressions. Donc les expressions en C vont permettre de réaliser des opérations entre plusieurs entités. Donc une expression est composée d'un opérateur et de un ou plusieurs opérandes. Nous allons distinguer 5 types d'expressions. Donc les affectations avec le symbole égal. Donc on place la valeur du deuxième, donc RB2, dans le premier. Bien sûr, le premier ne peut pas être une constante. Donc ici, on va mettre RB2 dans LED2. Les opérations unitaires, elles n'admettent qu'un seul opérante. Donc par exemple, le point pour sélectionner un seul bit. Donc par exemple, port D, bit avec un S, point RD5, pour changer la valeur de RD5. Le moins pour faire une négation. Le point d'exclamation pour faire un complément logique, le symbole environ pour faire le complément à 1, le plus pour incrémenter et le moins pour décrémenter. Nous avons les opérations arithmétiques, donc à l'addition, la soustraction, la multiplication, la division, le modulo. Nous avons également les opérations logiques, le et logique et le et binaire, le ou logique et le ou binaire, le ou exclusif binaire, décalage à gauche, décalage à droite. Et nous retrouvons les comparaisons, donc 2 égale pour vérifier si c'est égal, point d'exclamation égal pour dire que c'est différent, strictement plus grand, strictement plus petit, plus grand ou égal ou plus petit ou égal. Nous allons retrouver différents types de séparateurs, donc le point-virgule est obligatoire à la fin des instructions. La virgule permet de séparer une liste d'éléments. Les parenthèses permettent soit de réaliser une opération prioritaire, donc un calcul mathématique, ou qui encadre une liste de paramètres dans l'appel d'une fonction. L'apostrophe entoure un caractère unique. Le double quote ou guillemets délimite une chaîne de caractères. Les accolades déterminent les blocs d'instruction. Le point sépare par exemple la partie entière de la partie décimale d'un réel, ou alors elle fait référence à un champ d'une variable structurée. Donc par exemple quand on écrit port A bit point, en fait c'est une variable qui est structurée et qui a derrière plusieurs choses. Les crochets entourent l'indice d'une variable dimensionnée, donc dans un tableau par exemple le vecteur 1 est égal à 0. Nous allons faire un petit rappel sur l'instruction if. Donc je rappelle if, entre parenthèses, la condition et puis l'action. Mais je conseille d'utiliser avec les accolades puisqu'en général, il y a plusieurs actions. Nous pouvons également trouver le if else. Donc si la condition n'est pas remplie, nous allons réaliser ce qu'il y a dans les accolades du else. L'opération switch que nous avons peu vue. Donc en fait, si la variable est égale à la constante 1, alors ça va être l'action 1 et l'action 2 qui vont être exécutées. Il ne faut pas oublier le break qui sert à sortir du switch et donc à ne pas effectuer les autres cas. Le défaut indique les actions à effectuer si aucun des cas
ne s'est produit. Nous avons l'instruction while, donc tant que la condition est vraie, les actions sont réalisées. Et donc si la condition est fausse, les actions ne sont pas réalisées, la suite du programme, donc ce qu'il y a derrière le while, va s'effectuer. Donc la condition est évaluée avant de commencer la boucle. Donc je conseille d'utiliser la deuxième version avec les accolades. La différence avec le do while, c'est que l'évaluation de la condition se fait après la réalisation des actions. Donc la boucle se fera une fois de plus que la boucle while. Je conseille également d'utiliser la deuxième façon avec les accolades. Pour le for, on va mettre par exemple A qui vaut 3. Tant que A est plus petit que 10, on va incrémenter A. Et donc on va passer à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va incrémenter encore une fois. Et puis 10 n'est plus strictement plus petit que 10, donc on ne réalisera plus les actions qui sont dans l'accolade. Donc le compilateur XC8 est accompagné de bibliothèques de fonctions précompilées dont les définitions sont réparties dans divers fichiers d'entête, donc des points H. La documentation de ces fonctions se trouve dans le fichier mplab XC8 User Guide. L'utilisation du langage C pour la programmation de systèmes embarqués permet également la création de bibliothèques propres à l'application développée. Il est alors possible de structurer l'organisation des fonctions dans différents sous-ensembles de fichiers afin d'une part alléger le code principal de l'application et d'autre part permettre une réutilisation rapide pour les applications futures. Pour cela, il faut créer deux types de fichiers, donc un fichier d'entête, donc on mettra le nom .h, et un fichier source qui portera le nom mais qui s'appellera .c. Dans le fichier d'entête, ou header en anglais, qui porte le nom .h, on retrouvera la définition des différentes constantes et les prototypes de fonctions, donc uniquement le type de retour, le nom de la fonction et les paramètres d'entrée. Et nous ne retrouverons pas la définition de la fonction. En plus d'être déclarées dans le fichier header, les fonctions donc doivent être définies. Et la définition d'une fonction consiste en l'écriture du code permettant d'obtenir les résultats souhaités. Celle-ci est faite dans un fichier source qui s'appelle donc .c, et qui porte le même nom que le fichier d'entête, donc le .h. Donc je rappelle que les fonctions ont un nom, un type, donc c'est ce qu'elles renvoient, des paramètres et un ensemble d'instructions. Donc dans le fichier d'entête .h, nous allons retrouver les déclarations de fonction, donc uniquement le type de la fonction, puis le nom de la fonction et la liste des paramètres qu'elle prend en entrée, suivi d'un point-virgule. Dans le fichier source, le .c, nous allons retrouver la définition de la fonction. Donc la même en tête, puis les accolades, les déclarations locales si la fonction a des variables propres à elle-même, et les instructions. Pour appeler la fonction, il suffit d'écrire le nom de la fonction et entre parenthèses, les listes de paramètres. Il existe une fonction underscore délai. Cette fonction réalise une boucle d'attente dont la durée est spécifiée en nombre de cycles machine grâce à des NOP. Rappelons qu'un cycle machine dure 4 périodes d'horloge. Donc elle s'utilise de la façon suivante, donc underscore délai, et puis le nombre entre parenthèses. Le nombre est une constante comprise entre 1 et 179 200 qui indique le nombre de cycles machine. Il existe également une fonction underscore underscore, donc deux underscore attention au début, délai underscore ms. Donc cette fonction réalise une boucle d'attente dont la durée est spécifiée en millisecondes. Elle s'utilise de la façon suivante. Donc nombre est une constante qui indique la durée d'attente en millisecondes. Donc pour utiliser cette fonction, vous devez préalablement définir la fréquence du système via xtal_frec, donc underscore xtal underscore frec, qui peut être identique à la fréquence du pic que vous allez définir via le hostcon. Donc le problème de ces deux fonctions est qu'elles bloquent le programme pendant un certain laps de temps. Une solution était donc de les séparer, 10 millisecondes, 10 millisecondes, etc. Donc c'est une solution un peu bricolage. La deuxième solution est d'utiliser le timer 0 et ou les interruptions. Nous verrons ceci dans des séances à venir. Voici comment doit être structuré votre programme. Donc vous allez nommer un fichier header que vous allez appeler biblio.h dans lequel va se trouver les déclarations de fonctions. Puis un fichier biblio.c, donc il doit s'appeler exactement comme le biblio.h, dans lequel nous allons retrouver un dièse include du biblio.h, un dièse include du xc.h pour que le pic reconnaisse tout ce qui est trice A, trice B, etc. Et la définition des fonctions qui ont été reprises dans le biblio.h.
Ensuite, vous aurez le config.c qui va reprendre tous les bits de config, puis un main.c qui va inclure le biblio.h pour pouvoir accéder à toutes les fonctions que nous avons écrites dans le biblio.c. Le include xc.h pour pouvoir travailler avec le trace, etc. Et puis un programme main dans lequel on va appeler notre fonction d'initialisation une fois, puis un while 1, donc on va avoir une boucle tant que, en fait on va regarder tant que 1 égale 1, donc ça va être toujours vrai. Cette manœuvre est faite pour exécuter une seule fois l'initialisation du pic. Ainsi nous resterons dans la boucle while 1. Je vous demande donc de créer en langage C, donc plus besoin d'Ordino, un programme qui allume toutes les LED et tous les segments de l'afficheur. Nous allons le faire ensemble. Puis vous essayerez de faire tout seul l'exercice 2 et l'exercice 3. L'exercice 2 consiste à créer un programme qui allume la LED 0 si on appuie sur le bouton 1, qui allume la LED 1 si on appuie sur le bouton 2, et qui allume toutes les LED si on appuie sur le bouton 3. Et si aucun bouton n'est enfoncé, les LED seront éteintes. Donc ça veut dire que dès que je lâche les boutons, tout s'éteint. L'exercice 3 consiste à créer un programme qui fait clignoter la totalité des LED à la fréquence de 1 Hz, donc utiliser les fonctions délai que nous avons vues précédemment. Donc 500 millisecondes allumées et 500 millisecondes éteintes. Si on appuie sur le bouton 1, les LED s'éteignent et le clignotement reprend à l'appui sur le bouton 2. Donc ici, on appuiera sur le bouton 1 au bon moment.